Condamné à la prison perpétuelle par le tribunal de Nuremberg, Rudolf Hess fut retrouvé mort à Spandau en 1987. Un ouvrage émettant la possibilité d'un assassinat incite l'auteur à publier de nouveau dans le Courrier du Continent, en 1995, l'affaire Hess rebondit. Les éditions du Camelot et de la Joyeuse Garde ont publié une excellente traduction française du livre de Wolf Rüdiger Hess, Mord an Rudolf Hess, sous le titre La mort de Rudolf Hess, un meurtre exemplaire. Dès l'automne 1987, quelques semaines après la mort de la victime de l'un des plus grands crimes politiques de l'histoire, je publiais un article dans lequel les dessous de cette terrible affaire étaient évoqués et j'affirmais entre autres « L'affaire Hess ne fait que commencer. Seul ce qui est sale a besoin de se cacher. » Le livre du courageux fils de la victime apporte à la thèse de l'assassinat un faisceau d'indices si lourd qu'il serait plus que suffisant à une condamnation des suspects en cour d'assises. Et c'est en cela que ce livre est un instrument précieux pour tous ceux qui résistent à l'intoxication de l'opinion par les mensonges officiels et le matraquage médiatique mondialement orchestré. Il serait dangereusement naïf de croire que ces mensonges et ce matraquage ne concernent qu'une optique sur l'histoire. La raison de la défiguration de l'histoire concerne notre avenir. Elle a pour but de nous amener à abdiquer notre liberté, cette liberté de pensée et d'expression telle que l'ont successivement incarné l'Antiquité germanique, la Suisse, Venise, la Hollande et les théoriciens de 1789, même si l'application des principes a souvent été paradoxale. C'est Guillaume Tell, Till Eulenspiegel, Mandrin que l'on veut tuer, mais aussi Montaigne, Ulrich von Hutten, Götz von Berlichingen, La Rochefoucauld, Chamfort, Voltaire, Fontenelle, Stendhal, Stirner et Nietzsche. Les bourrifantes distorsions de la pensée de Nietzsche, distorsion qui va souvent jusqu'à la totale inversion, est une manifestation de la volonté consciente de tuer l'âme européenne. Un jour proche, Shakespeare et Voltaire seront sans doute expurgés, comme le fut déjà le poème à l'homme blanc de Jules Romain lors de l'édition du centenaire de sa naissance. L'acharnement poussé jusqu'à l'assassinat d'un prisonnier politique de 94 ans n'est intelligible que du point de vue général de la politique anglo-saxonne du XXe siècle. Dans cet article, nous ne pouvons en indiquer que les lignes principales. Dès 1913, le ministre du Commerce français publia un livre intitulé « L'Allemagne et son empereur », dans lequel il contestait à l'Allemagne le droit d'effectuer des pénétrations économiques comme le faisaient les nations colonialistes. Motif de cette étrange discrimination, l'Allemagne ne faisait rien pour faire évoluer les peuples vers la démocratie. L'histoire a depuis fort amplement démontré à quel point la réserve culturelle de l'Allemagne était fondée. Mais dans une tête démocrate, la démocratie ne se discute pas. L'Allemagne écrasée, les États-Unis qui avaient fort peu souffert de la guerre lui imposèrent des réparations exorbitantes qu'elle ne pourrait jamais payer. Mais elle paierait les intérêts, comme les paient encore la plupart des pays du tiers-monde. Sans ce système de raquettes, les États-Unis s'effondreraient en quelques semaines. On lira avec profit « Alléluia, l'histoire de l'Amérique » de Joachim Fernau. Au milieu des années 20, Winston Churchill publia son livre « La guerre inachevée », dans lequel il expose fort cyniquement que le but de la précédente était la destruction de la puissance industrielle allemande et que, ce but n'ayant pas été atteint, il faudrait la compléter par une seconde guerre dans laquelle l'aviation jouerait le rôle principal. Là était annoncé d'avance le bombardement des villes allemandes, mais aussi le plan Morgenthau. Remarquons en passant qu'il fallait être bien stupide pour ne pas prévoir que les Américains empêcheraient cet effacement de la puissance économique allemande, d'une part pour ne pas donner le champ libre au communisme, mais surtout pour la capter à leur profit, ce qu'ils ont fait en s'emparant des concerns, au besoin par l'assassinat, comme ce fut le cas pour Harald Quandt et Hans Martin Schleyer. Ce qui précède explique le fait que Winston Churchill laissa passer 18 mois avant de daigner prendre connaissance des propositions de Rudolf Hess. Lorsqu'il s'y décida, avait-il déjà compris l'énormité de sa gaffe qu'il avoua après la guerre avec son cynisme habituel ? Nous nous sommes trompés de cochon. Manière fuyante de dire « je me suis trompé de cochon », car l'opinion publique anglaise était loin d'être unanime, surtout dans le corps politique. Le même Churchill fut assez bouché pour penser pouvoir conserver les Indes après 1945. L'Angleterre perdit non seulement les Indes, mais la totalité de son empire. Quand on prend en compte cette haine bornée du premier Britannique, tout devient clair. On sait où fut la volonté de guerre, ainsi que la volonté acharnée de cacher la vérité au sujet de Rudolf Hess. Ce n'est pas seulement l'opinion mondiale qui fait peur aux dirigeants anglais.
c'est surtout les réactions de l'opinion britannique si le peuple découvrait quel rôle de cocu superbe ont joué les Anglais pour la grande gloire des USA et de l'URSS. Pour que le secret soit gardé, il fallait que Rudolf Hess croupisse 46 ans en prison et qu'il y soit finalement assassiné. Mais pourquoi l'URSS a-t-elle accepté de porter le chapeau pour le refus de sa libération? L'URSS avait un effroyable crime à camoufler, l'assassinat d'environ 15 000 officiers polonais, alors qu'après la fin de la campagne de Pologne, les Allemands offrirent aux officiers polonais l'entrée à grade égal dans la Wehrmacht. La vérité sur Katyn était connue de tous les jeunes gens ayant au moins 20 ans en 1945. Lors de leur macabre découverte, les Allemands demandèrent avec insistance la venue d'une commission d'enquête de la Croix-Rouge, le degré de décomposition des cadavres ne pouvant laisser aucun doute sur les auteurs du massacre. Cette commission leur fut obstinément refusée, ce qui indique la préméditation d'accuser les Allemands. Tous les comédiens du procès-farce de Nuremberg connaissaient la vérité, ainsi que tous les politiciens du monde. Une révélation de la vérité aurait gravement nui aux intérêts de l'URSS, d'où l'échange de bons services. Tu refuses la libération de Hess et je la boucle sur Katyn. Lors du virage pris par Gorbatchev, celui-ci avoua le crime soviétique de Katyn. L'enjeu du marché avec l'Angleterre disparaissait, et même Gorbatchev déclara que son pays ne s'opposait plus à la libération du plus vieux prisonnier du monde. Ce faisant, il condamna ce prisonnier à mort. Rudolf Hess et sa famille eurent beau promettre de ne pas faire de déclaration publique, en Angleterre on est réaliste et on ne prend pas de risques. Il ne restait qu'une solution, l'assassinat du témoin gênant. En repoussant par 2 fois l'accès des historiens au dossier Hess, la seconde fois jusqu'en 2017, le gouvernement a fait un véritable aveu, car tout être de bon sens sait que seul ce qui est sale a besoin de se cacher. Le livre de Wolf Rüdiger Hess, bourré de précision, efface tout doute dans l'esprit du lecteur, et en cela il est un acte de défense qui concerne tous les Européens. Car à travers Hess et tout ce qu'il représente, ce sont notre race et l'homme de notre race qui sont attaqués.